Mon père, je vous demande pardon. Je ne connais plus les formules, mais je vous prie de m'entendre. Dieu vous écoute, mon fils. Dieu? Ah non, il faut que ce soit haut. Voilà, mon père, un homme est en prison à Pontarlier. Accusé d'un crime. Accusé d'avoir tué une femme. Et il est innocent. Vous êtes en mesure de le sauver. Vous seul. Moi? Oui. En proclamant son innocence. Mon père, c'est moi qui l'ai tué. D'un accident stupide. Bon, c'est bien que je n'ai jamais voulu la mort de cette malheureuse. Mais cet homme, c'est grave si je le laisse condamner. Mon fils, il faut vous en remettre à la justice des hommes. C'est ainsi que la miséricorde de Dieu pourra s'étendre sur vous. Mon père, puisque je vous jure que c'est un accident. Dieu le sait. Mais Dieu ne peut pas vouloir la perte de toute une famille innocente. Il faut d'abord sauver votre âme. Je lutte pour les autres, moi je m'arrangerai. Il n'y a pas d'arrangement. Vous êtes figé dans un orgueil où le Seigneur ne peut vous reconnaître. Allez avouer votre crime. Vous sauverez cet homme et tout ce qui peut encore être sauvé dans l'enfer où vous errez. Jusque-là, je ne puis rien pour vous. Il faut aller jusqu'au bout du chemin. J'avais trop espéré. La solution ne pouvait venir que de moi. Ma fuite était déjà finie, je ne pouvais pas aller plus loin. Je décidai de rentrer. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 10. Cette semaine, émission morale, justice et faire du mieux que l'on peut. Ici, on a vu la colère, nos peines se défaire, nos envies de bataille laissées aux chiens de paille. Ici, enfin, tout ressemble à la vie. Enfin, bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Lara Fabian. Il sera question ce soir donc de Jury numéro 2, le nouveau film et dernier peut-être de notre Clint Eastwood d'amour qui est sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines. Et ensuite, nous parlerons de Here, les plus belles années de notre vie, de Robert Zemeckis, sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Qu'on pourrait appeler notre Zemeckis d'amour. Exactement. Voilà. Il a le droit aussi, je pense. Et pour parler de ce jeu par autour de cette table, il y a donc la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Vous l'avez entendu, il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Carrément Fleuret ne peut pas être des nôtres ce soir, mais il a été avantageusement remplacé par Simon l'Ancien. Oui, je vais faire ce que je peux. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Simon. Et à la mise en son de cette émission, donc il y a Margot. Bonsoir Margot. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas locaux pour commencer, nous vous rappelons dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort que le dimanche 1er décembre prochain aura lieu une projection exceptionnelle de la classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret qui sera précédée d'un documentaire aux origines de la classe réalisé par le sémillant Romain Mullard, donc ancien metteur en son notamment de cette émission, avec qui nous ferons une émission très prochainement dans 2 ou 3 semaines. Ça dépend de ses disponibilités pour revenir évidemment sur ce film qui est devenu mine de rien un classique du cinéma français. Sinon, à Cinémaniacs, la semaine prochaine, le 19 novembre à 20h au Diapason sur le campus de Rennes, ce sera les Harmonies Werkmeister de Bellatar qui vous sera proposé. Beau film, exigeant, Bellatar, mais cool quand même. Voilà. Sinon, demain, au tambour, double programme dans les écrans variables, si je ne m'abuse, avec à 18h15... Gandhar de René Laloux, le film a été restauré l'année dernière et est toujours absolument merveilleux, qui sera suivi à 20h45 du film de Robert Altman, Popeye.
Popeye qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir en salle. Oui, c'est vrai, Altman, il a touché finalement un peu tous les genres, mais de façon toujours un peu décalée, un peu surprenant. Là, ça sera le film musical, mais quand il s'est attaqué au western, c'était aussi assez particulier. Donc oui, on est curieux de revoir cela, voir 40 ans après, même un peu plus, ce que ça peut donner. Parce que finalement, c'était assez précurseur dans son rapport à la bande dessinée, dans la mise en images de ces cases ou de ces effets de dessin animé également, puisque c'est un comic strip, mais aussi un cartoon. Mais ouais, avec Robin Williams donc, et chez les Duval, c'est ça. qui se prête à la caricature ici pour incarner ces personnages. Un film singulier. Rappelons que curiosité, que la fausse ville où était tourné Popeye est encore visible sur l'île de Malte, près de la Valette, où en fait tout le décor qu'ils avaient construit est encore resté sur place. Ouais, mais vous savez comment sont ces patachons d'Américains, ils construisent des trucs puis après ils les laissent traîner un peu partout. Soit ils construisent puis ils laissent traîner, soit ils les détruisent quand c'est pas chez eux. Non. Voilà. Sinon, le 25 novembre prochain, c'est un lundi soir. Non, pas du tout. Pourquoi c'est marqué le 26 sur le site du TNB? Alors attends, parce qu'il y a deux choses. Alors donc, attention. Rencontre, donc, il y a Les Oiseaux de Alfred Hitchcock qui passe le 25 novembre, donc le lundi à 19h30 au TNB, mais c'est précédé le vendredi 22 novembre, donc la semaine d'avant à 14h, d'une rencontre avec Patrick McGilligan, qui est un auteur spécialiste notamment de Hitchcock. Il a écrit plusieurs ouvrages sur lui, mais aussi sur les scénaristes hollywoodiens de l'âge classique plutôt. Voilà. Oui, effectivement. Donc Patrick McGilligan est en France à l'invitation de Yola Le Cahenec du lycée Chateaubriand, qui l'a incité à venir discuter de ces oiseaux d'Hitchcock au TNB le 25 pour décaler le regard, faire de la menace non plus les oiseaux, mais Hitchcock vis-à-vis de Tippi Hedren sur le plateau. Donc la peur qu'elle ressent émane peut-être aussi de cette relation toxique entre eux. Donc il y aura une discussion autour de ce film qui est toujours bon aussi de revoir sur grand écran. Et comme il est en France, on en profite pour l'accueillir à Rennes 2 quelques jours auparavant, le vendredi 22 novembre à 14h dans l'amphi L3. C'est en libre d'accès. On échangera autour de ces travaux concernant effectivement les générations de scénaristes américains et hollywoodiens, ça dépend du contexte. Et il a notamment travaillé sur la période de la liste noire et du macartisme, mais pas seulement. Il a vraiment traversé dans ses écrits et ses entretiens. Il a fait beaucoup d'entretiens. Il a pu avoir comme cela la parole d'auteurs depuis déjà plusieurs décennies qu'il fait ça, qui ont travaillé des années 40 jusqu'aux années 90 environ. Et donc ça nous permet comme ça de passer de l'âge classique au nouvel Hollywood à des productions plus contemporaines. Donc ce sera intéressant d'avoir aussi sa vision transversale là-dessus, ses perspectives, comment il met les choses en perspective aussi quant à l'évolution de l'industrie ou du rapport à l'écrit et à l'art dans cette industrie culturelle et artistique. Et puis peut-être qu'on aura aussi l'occasion de revenir sur toutes ces célèbres biographies qu'il a pu signer, que ce soit sur Fritz Lang, Oscar Micheaux, Alfred Hitchcock, le jeune Orson Welles, Ginger Rogers, enfin il en a signé énormément. Peut-être que la plus connue, c'est celle qu'il a consacrée à Hitchcock, elle avait été traduite en français. Et que des seconds couteaux, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, d'autant qu'en plus, avec sur les scénaristes américains et puis hollywoodiens, il y a quand même assez peu d'écrits qui sont faits, c'est souvent... traduit en tout cas. Traduit, ouais, mais il y a eu le livre de Philippe Garnier il y a 15 ans, Oniswaki Malibu, sur les scénaristes, mais plutôt on va dire du bis ou leur relation avec les grands patrons, mais c'est vrai qu'il y a quand même assez peu de choses. Donc, alors que pourtant, moi, pour avoir travaillé un tout petit peu mais on sait que les scénaristes sur le scénario à Hollywood, c'est vrai que le rôle du scénariste a été, à mon avis, complètement à reconsidérer sur son apport, mais de la même manière que Jack Warner ne pouvait pas les saquer. Quelque part de la même manière, mais il bossait avec. Oui, donc voilà, il fallait bien. Donc et de la même manière que les producteurs, il y a vraiment pour moi, Hollywood, c'est vraiment réalisateur, scénariste, producteur, quoi. C'est la bonne formule, c'est quand les trois fonctionnent bien ensemble, quoi. Ou quand ça fonctionne pas, mais que ça donne quand même un bon film, ce qui arrive aussi. Auto-Preminger. Voilà, mais voilà, par exemple. Donc 22 novembre, rencontre avec Patrick McGilligan. Et le 25 novembre, projection des Oiseaux aussi en sa présence. Sinon, dans les sorties nationales demain, sans transition, j'imagine. Sans transition, la grosse glowood de la semaine. Donc, c'est Ridley Scott qui nous fait son film annuel dans sa course effrénée de lutte contre la mort. Gladiator 2, donc avec Paul Mescal et My Man, Denzel Washington. Voilà. Et Pedro Pascal. Et ce bon vieux Pedro. Et Connie Nielsen, donc voilà. C'est pas vrai. Leslie Nielsen. On n'attend pas vraiment grand-chose, mais j'ai quand même un peu
Scott. Mais tu iras voir quand même. Bah écoutez, Voilà. Ridley Scott depuis 10 ans, je trouve. Toi, t'es un fan Zeus. Depuis qu'il est toi. devenu vraiment cynique et dépressif, me met en joie. Et je pense que c'est ton plaisir coupable numéro 1 au Exactement. cinéma, avant Christian Clavier et Didier Bourdon. Avec Didier Exactement. Bourdon. Bourdon qui a tourné avec Ridley Scott, je vous le rappelle, dans une grande année. Oui, et tout le monde il y a un casting de fou dans ce film. Formidable. Mm. C'est probablement le Ridley Scott que j'ai le plus vu. Mais bref, ne parlons pas de perversion. Sinon, sort demain en salle en tongue au pied de l'Himalaya avec Audrey Lamy, réalisé par John Wax, qui a bossé en tant que conseiller technique avec Fabrice Eboué et Jean-Pascal Zadi, parce que notamment c'est un vieux pote de Zadi avec qui il a fait ses films à l'arrache avec 25G et compagnie. Ok. Un bon gars, quoi. Sinon, à propos de bon gars, il y a finalement le dernier film mis en vie par Claude Lelouch, avec musique de Didier Barbelivien. Non, Didier Barbelivien featuring Ibrahim Malouf. Donc c'est quand même improbable. Oh là là, c'est mon Dieu, avec Claude Lelouch. Et Michel Boujna qu'on Non, n'avait pas vu devant les écrans depuis. Non, mais il y a tout le monde, c'est un 25 film ans. de Claude Lelouch inarrêtable. Ouais, Voilà. Qui est le pire, Hugo Frey ou Claude Lelouch? Les deux étant quand même en forme malgré leur grand âge, c'est quand même terrible. Non, je dirais Claude Lelouch, moi, quand même. Quoi. Oui. Je dirais Claude Lelouch. Très bien. Quelque part. Même si moi, voilà, dans les années 70, voilà, l'aventure, c'est l'aventure. Il y a 2-3 films que je trouve pas mal. Quand même. C'était il y a 50 ans, la One. Oui, mais c'était il y a 50 ans. Sinon, au niveau de la Corse-exploitation, après le film de Thierry Peretti et une comédie avec Christian Clavier en début d'année, c'est Le Royaume de Julien Colonna. En attendant le prochain film avec Gérard Jugnot, on aurait mieux fait d'aller en Grèce. On aurait dû aller en Grèce qui sort bien. Qui sort demain. Et ben voilà, la Corse est au top. Réalisé par le terrible Nicolas Benamou, qui avait réalisé notamment De l'huile sur le feu et qui avait salopé Mystère à Saint-Tropez, un film qui était écrit et produit par Jean-Marie Poiré. Voilà. Ouais. Toujours que tu aurais adoré aimer. Et oui, exactement. Qui est pas si mal que ça. Ouais, on en reparlera un jour. Sinon, il y a il n'en finit pas de plonger dans les tréfonds du n'importe quoi. C'est Xavier Beauvois qui, du fin fond de son ranch de Fécamp, donc en Normandie, continue à tourner des films dont tout le monde se fout et qui n'ont clairement plus la force de ses premiers films, puisque c'est la Vallée des Fous dans lequel Jean-Paul Roux va faire le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Improbable. Voilà. Mais si ça se trouve, c'est génial. Oui. Sinon, il y a La part manquante dans laquelle Romain Duris part au Japon. Oui. Voilà. Tant que c'est pas une suite des films de Clapiche après 4. C'est ce que je me suis dit quand j'ai entendu qu'il parlait de ça. Ouais, mais tu sais qu'il y avait une série qu'il avait fait avec Clapiche, Salade grecque, avec les enfants de Romain Duris et de... je sais plus qui. Sinon, il y a le nouveau film de Jean-Gabriel Perriot, Se souvenir d'une ville sur le siège de Sarajevo, qui sort aussi dans les salles. Et donc, pour vous les mélomanes, il y a aussi Andrea Bocelli, 30 A Celebration, pour les 30 ans de carrière de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, qui, je le rappelle, avait fait la chanson du générique de fin du Scrooge de Robert Zemeckis, dont nous reparlerons tout à l'heure. Tout est transition. Bref, transition, nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons essayer de déceler la vérité. Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité! Vous n'encaissez pas la vérité! Vous ne voulez pas la vérité parce qu'au tréfonds de votre vie frileuse de tout petit bourgeois, vous me voulez sur ce mur. Vous avez besoin de moi sur ce mur. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était The Jam avec Time for Truth, entouré donc par 2 extraits de A Few Good Men, des hommes d'honneur de Taylor Hackford, si je ne m'abuse. Car donc de vérité, il va en être... C'est Taylor Hackford, les hommes d'honneur, je crois. C'est pas Barry Levinson? C'est pareil. C'est pas tout à fait pareil. Non, je suis pas d'accord. C'est pas tout à fait pareil. Vous n'êtes pas d'accord? Mais effectivement, je suis pas d'accord. C'est exactement ce dont il est question dans le dernier film en date de notre Clint Eastwood d'amour, donc Jury numéro 2. C'est un peu le Claude Lelouch américain. Exactement. Simon, je ne vous ai jamais entendu aussi insultant envers Clint. Donc Clint qui a annoncé que c'était vraiment son dernier long métrage, qu'il allait prendre sa retraite. Il a quand même 94 ans, donc on ne pourrait pas vraiment lui en vouloir. Non pas qu'il fasse n'importe quoi du tout, au contraire, comme le montre son dernier film, donc qui est très clairement dans la même veine, on peut dire que c'est long métrage des 15 dernières années, qui donc nous raconte l'histoire d'un jeune homme incarné par Nicolas Hoult, ancienne alcoolique forcené, qui un soir rentre donc du bar chez lui, il fait pas beau, il fait un temps dégueulasse, il a vu un couple s'engueuler, il rentre chez lui, machin, tranquille.
Et en fait, le lendemain, là, c'est le drame. Et là, patatras, c'est le drame. On apprend donc que cette jeune fille est morte. Très vite, le petit copain de la demoiselle est soupçonné et inculpé de meurtre. Parce que c'est un mauvais garçon. Parce que c'est un mauvais garçon, un garçon un peu voyou. Il a des tatouages, il boit, il est musclé, probablement genre un sale zazou. Interprété par un super acteur qui joue dans la série The Expanse, qui est une très bonne série de SF. Et donc, un peu hard-boiled, enfin un peu hard. Ce jeune homme va avoir le droit à un procès et le personnage de Nicolas Hoult est donc choisi en tant que juré, donc le juré numéro 2 pour siéger à ce procès où l'accusation est dirigée par une politique aux dents longues qui rêve d'être gouverneur, interprété par Toni Collette, pendant que Nicolas Hoult donc essaye de se défaire de ses atermoiements moraux sur est-ce qu'il faut dire la vérité ou alors est-ce qu'il faut condamner ce pauvre jeune homme. Donc quand on le voit que Clint pas revient, mais en tout cas continue de creuser la même veine, non pas du héros ordinaire, mais on va dire de la justice ordinaire presque, et de voir un peu les atermoiements moraux en lesquels se mettent, qui sont amenés donc à ce personnage-là, dans un croisement un peu étrange entre 12 hommes en colère, puisqu'on a de longues scènes de délibération où les points de vue sont contrastés et chacun essaye de retourner un petit peu la situation, mais aussi du 7e juré de Georges Lautner qu'on a entendu en pré-générique, un film où aussi le personnage de Bernard Blier tuait une jeune fille un jour, et en fait il était lui-même juré au procès de l'homme qui avait été vu comme coupable. Et bon, c'était assez différent dans le film de Georges Lautner, parce que au bout d'un moment, tout le monde sait que Bernard Blier est le tueur, mais finalement, c'est pas grave, parce que comme il fait partie de la petite bourgeoisie, c'est mieux que ce soit justement un clampin qui est un coupable idéal plutôt qu'un des leurs, donc qui soit condamné. Donc, deux thématiques principales dans ce film de Clint. La justice est-elle la vérité ? Et inversement. Et, comme je le disais en introduction, le mantra qui est répété tout du long, c'est faire du mieux que nous pouvons. Alors, Simon, en tant que autoriste clintesque patenté et partisan de l'ordre moral et judiciaire, nous bien évidemment. avons défendu le cinéma de Clint depuis que cette émission existe, donc depuis 2008. Tous ces films ici ont été défendus. Au-delà, le 15h17, nous avons toujours réussi à tirer les choses les plus positives de ces films-là, même si certains ne sont clairement pas les plus grands films de sa carrière. Il y a quand même quelque chose de fondamental dans le cinéma de Clint Eastwood qui nous parle toujours et qu'il arrive parfaitement à retranscrire par sa mise en scène que certains continuent de qualifier de académique. Moi, ce qui m'intéresse chez Clint Eastwood, c'est la façon qu'il a de nous présenter des personnages qui ne sont jamais qu'une seule chose. Ils ne sont pas caractérisés par un seul trait qui les définirait une fois pour toutes. C'est l'exact opposé d'un film dont on reparlera dans quelques semaines, qui s'intitule The Substance, par exemple. Ça me fait toujours penser à cette phrase qu'on entend dans un film de Friedkin, qui a d'ailleurs réalisé un remake pour la télévision de 12 hommes en colère, qui est extraordinaire d'ailleurs comme remake, qui est effectivement auquel on songe tout de suite en voyant le film d'Eastwood. Il y a une phrase dans Sorcerer, donc on voit de la peur de Friedkin, la femme de Bruno Kremer qui lui dit « Oh, mais tu sais, on n'est jamais une chose et rien d'autre ». Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Clint, c'est que dans ce film en particulier, c'est que on va voir comme cela deux parcours en fait de personnages se croiser, celui de ce jeune homme torturé par le dilemme ici moral auquel il se retrouve confronté, et puis celui de cette femme de justice qui se pense, qui se rêve à un niveau plus élevé sur le plan politique et dans le système judiciaire américain en tant que procureur, qui elle a l'air un peu figée dans ses objectifs et le sort peu enviable qu'elle veut réserver aux justiciables en question ici, mais même généralement à la façon de traiter ce genre d'affaires, un peu comme une formalité, une affaire courante qui la sert elle. Et évidemment, ils vont se croiser, mais en allant dans deux directions opposées. C'est ça que j'ai trouvé magnifique. Et il y a une évolution chez chacun d'eux. Ils ne resteront pas monolithiques du début à la fin, quitte à ce qu'on soit d'ailleurs assez surpris par... Moi, j'étais assez surpris par la décision du jeune homme, mais elle est compensée, si j'ose dire, par l'évolution de
du personnage joué par Toni Collette en miroir inversé, qui vont donc se croiser pour arriver à deux conclusions différentes. Et c'est tout l'enjeu, je trouve, le plus intéressant du film, c'est cette complexité de l'âme humaine qui est préservée, parce qu'Eastwood, effectivement, prend son temps pour nous montrer leur visage, notamment. Ce sont quand même... c'est quand même un bon directeur d'acteur, il faut quand même le redire. Ça joue bien, moi, je trouve, dans ce film. Toni Collette est vraiment extraordinaire. Moi, je ne savais pas qu'elle était dans le film, donc j'étais très très content quand je l'ai vu apparaître. J'ai fait cool, il y a Toni Collette dans un rôle principal. Moi, j'aime beaucoup cette actrice. Je trouve même que c'est peut-être une petite réserve que je ne pensais pas avoir sur le film, et ça me fait mal au cœur de le dire. Je m'attendais à ce que le jeu de Nicolas Hoult soit un petit peu plus complexe. Et j'ai parfois trouvé que manque de nuances, parfois. Les nuances qui auraient pu l'agiter ne transparaissaient pas toujours. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui passait dans son regard, mais finalement sur une note. Sauf que cette note n'était pas toujours la même tout au long du film, mais au moment où elle doit passer, je voyais une chose, et là où j'aurais voulu en voir plusieurs se mêler, ce que c'est très bien faire Toni Collette, et ce qui fait que voilà, elle a tous les deux, ils fonctionnent très bien, notamment dans la dernière partie du film, et je trouve que ça porte le film jusqu'au bout. C'est simplement que voilà, je m'attendais à un petit peu plus d'ambiguïté peut-être dans le jeu de Hoult, si ce n'est que c'est pas vraiment problématique dans la mesure où, et là c'était aussi une surprise, mais une bonne surprise, son personnage est plutôt... il est très discutable, tout compte fait. Et je ne pensais pas que son parcours nous amènerait ici. Il n'est pas forcément sympathique. Non, en fait. Et c'est assez sévère ce que Eastwood affirme, mais à juste titre, à mon avis. Là où un Richard Jewell, par exemple, peut être un peu bas du front, tête à claque même au début du film, et puis il y a toute son humanité qui transparaît malgré ses grands défauts. Et là, j'ai été assez refroidi par le personnage de ce juré numéro 2. Mais ça disait peut-être quelque chose d'un état de l'Amérique aussi. Eastwood ne joue pas les pères la morale, mais c'est quand même c'est pas un moralisateur, mais c'est un moraliste à sa façon. Et j'étais agréablement surpris. Non, mais c'est vrai que par exemple, à l'inverse de beaucoup de ces derniers, comme donc dans Richard Jewell ou bien dans Sully, justement, qui prenait le héros commun, on va dire, où on n'avait pas forcément des personnages qui étaient extrêmement sympathiques, mais qui avaient une évolution où on arrivait sur une conclusion qui était quand même plus pas rassurante, mais oui. Et d'ailleurs, je voudrais préciser cela parce que quand même, il y a un certain nombre de films récents d'Eastwood où clairement il y a quand même une machine bureaucratique qu'il a dans le collimateur. C'est peut-être en cela qu'il est d'ailleurs assez symptomatique d'une vision plutôt républicaine, libertarienne, du fonctionnement des États-Unis, la bureaucratie autour de l'enquête de crash d'avion de Sully, la bureaucratie autour de l'enquête de Richard Jewell qui écrabouille l'individu. Et il s'opposait à cela. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici, parce que le système judiciaire n'est pas montré comme un système problématique, il est montré au contraire comme un système qui peut être injuste. Mais il n'est pas montré comme un... Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment au contraire, j'ai trouvé qu'il dépliait justement la manière dont fonctionne la justice américaine de manière d'ailleurs assez pédago. Oui, parce que je pense on comprend les mécanismes à l'œuvre, en fait, et effectivement, c'est pas parfait. Mais c'est comme le dit l'avocat, c'est pas parfait, mais c'est le truc qu'on a, en fait. C'est ça qu'on a. Je pense que c'est assez sain que Eastwood se dise il y croit encore à cette branche du corps... vu l'état actuel des États-Unis, il met peut-être sa confiance de ce côté-là. Mais si je disais ça, je termine là-dessus, c'était par rapport au personnage de Toni Collette, parce que je m'inquiétais, en fait, et en plus c'est un personnage féminin, et il nous a déjà fait le coup, je m'inquiétais qu'elle porte un peu le chapeau du caractère négatif du film, parce que dans Richard Jewell, il y avait cette journaliste, il me semble que c'était une journaliste prête à tout. Oui, Olivia Wilde. Voilà, à traîner dans la boue la réputation du coupable idéal, qui se rachetait de justesse, mais elle avait quand même pas le beau rôle. Et j'avais peur que ce soit un peu trop genré chez Papy Eastwood, que voilà. Non, c'est plus mal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus malin que ça. Dans Sully, il y avait des personnages féminins un peu plus secondaires, mais leur voix portait cette machine de destruction des individus via la bureaucratie. Je m'inquiétais que ce soit un peu trop marqué dans ce sens-là, et au contraire, en fait, non. Ici, le parcours de Toni Collette est probablement le plus intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une dernière scène qui est ce qu'on peut faire de plus simple au cinéma. C'est deux acteurs qui se regardent. Et moi, je trouve que dans cette dernière scène, il y a justement tout le classicisme hollywoodien d'Eastwood qui est à l'œuvre, où je me dis, voilà, ça, super manière, parce que moi aussi, justement, j'attendais la fin, je me disais, mais comment est-ce que ça va se terminer cette histoire, quoi, tu vois, et surtout vu est-ce que ça va être moral, ou alors est-ce que ça va être juste, voilà, et justement vu la direction que prenait l'histoire, notamment dans sa dernière partie, je commençais à me dire, oula, mais en fait, il y a encore une scène derrière. Moi, je pensais que c'était fini là, du coup. Et ce qui est très beau, c'est qu'il arrive à cela jusqu'à la vraisemblance scénaristique. Le film ne brille pas forcément dans
il y a quelques ellipses un peu grossières. Et là, il y a quand même une chose assez étonnante, c'est que, en gros, l'enjeu, c'est un peu comme dans 12 hommes en colère, c'est de convaincre un par un les membres du jury pour basculer de la culpabilité à la non-culpabilité. Et arrive un moment, on est à 6 contre 6. Et puis finalement, il y a une ellipse, et finalement, ils ont tous voté pour la culpabilité. Et on voit pas pourquoi, et on comprend pas trop comment, vu l'état d'avancement de certains, quant à penser qu'il était non coupable. Et donc, il se permet quelque chose de assez grossier sur le plan scénaristique, mais c'est parce qu'il veut cette chute sur un autre terrain. Ma théorie, c'est que la voix qui fait basculer, c'est la voix de Jeremy Hoult. Il a reconvaincu tous dans l'autre sens. Il y a la scène du pont avec le mec qui lui dit « Je sais ce que tu fais, je te regarde ». Et il sent qu'il peut pas aller plus loin en fait dans sa démarche. Et moi, ma théorie, c'est que c'est lui qui fait basculer le vote justement et qui dit bon bah merde, fuck you quoi. Enfin. Mais ça veut dire qu'il a dû reconvaincre. Mais du coup, ça veut dire et ça explique pourquoi sa chaise est vide lors du verdict. Enfin, voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété les choses. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, il est parti à l'accouchement. Il avait l'autorisation de ne pas être présent, mais symboliquement, ça joue ce rôle. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière dont ça dialogue avec d'autres films d'Eastwood. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas forcément le Eastwood ultime, voilà, il y a d'autres Eastwood que je préfère, voilà, que je trouve plus mais c'est le dernier, on a pas impitoyable pour moi, ça restera voilà le film, je veux dire, la fable morale par excellence, voilà, où vraiment tout est, mais bon, c'est écrit par David Peoples aussi, donc il y a aussi un super scénariste à la manette. Là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça dialogue justement avec des films qu'on considère souvent comme des films un peu secondaires chez Eastwood. Jugé coupable, que j'ai revu pour préparer cette émission. Jugé coupable, mais pas tant que ça, jugé coupable. Parce que c'est quand même pas très bien. Mais ça se regarde quand même, Jugé coupable, ça se regarde. Super dialogue notamment. Ça se regarde. James Woods qui est hors de Rio possible, parce que dès qu'il faut prendre un sale connard pour jouer un gros con, James Woods est là, il le fait très bien. Et donc là, non, moi ça m'a fait plutôt penser à deux autres films. Ça m'a fait penser d'une part à L'Échange. Parce que dans L'Échange, il y a le avec Angelina Jolie, et qui était vraiment bien, moi j'avais trouvé bien comme film, et qui pour moi repose exactement sur la même ficelle scénaristique, qui est qu'en fait il n'y a pas de suspense autour de la culpabilité ou non du personnage. Au bout de 20 minutes de film, on sait ce qu'on a à savoir, et en fait il déplace exactement, il déplace complètement l'intérêt, non pas sur justement la résolution ou même la résolution du procès, mais sur qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un être humain qui se retrouve dans la situation dans laquelle se trouve le personnage. Voilà. Comment est-ce qu'il va naviguer d'un truc à un autre. Et justement, moi, ce côté un peu unilatéral du personnage, moi, je trouve qu'il y a une scène quand même, moi, que j'ai trouvé vachement bien, moi, personnellement, avec Nicolas, je trouve que Nicolas Hoult est vachement bon, c'est quand il la confession à sa femme. Oui, c'est sûrement sa grande scène. Je trouve que ça, là, c'est une scène où on sent le bouillonnement. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti le bouillonnement intérieur. Je suis le personnage qui sait pas s'il veut dire, pas dire, s'il veut qu'on sache. Et le personnage très immature, parce que c'est quand même un petit garçon qui a peur de se faire taper sur les doigts par sa femme, par la maîtresse d'école. À la fin, Toni Collette, c'est aussi une figure d'autorité. D'autant plus que sa femme est institutrice, il me semble, en plus, dans le film. Incarné par Zoé Deutsch. On a vu chez Linklater, notamment. Et c'est indiqué, il me semble, au détour d'une conversation, lorsqu'il y a des petits gamins et tout ça, là, qu'elle est prof, quoi. Donc il y a ça, il y a l'échange, c'est-à-dire l'idée, et moi j'aimais bien ça, moi c'est une fois dans l'échange, c'était vraiment la bonne idée, c'est-à-dire que tu te dis pas au début de l'échange, est-ce que c'est son fils, est-ce que c'est pas son fils, hein, tu sais que c'est son fils, tu l'as vu à la caméra. Tu sais qu'on lui a échangé son fils. Donc il n'y a pas de doute sur l'injustice qui est commise. De la même manière que là, il n'y a pas de doute sur cette injustice aussi qui est commise finalement vis-à-vis de ce personnage qui est, moi je trouve, qui parle pas beaucoup, mais que je trouve qui est très présent, qui est cet accusé justement, dont nous on sait, comme le personnage principal, qu'il est innocent. Et c'est la seule certitude qu'on a dans ce film-là, c'est que de ce crime-là, en tout cas, il est innocent. Et ça, moi, je trouve ça assez passionnant, hein, c'est de partir de ça et de développer une narration autour de ça. C'est pas parce qu'on voit quelque chose à l'image que c'est forcément vrai. Non, mais Brian De Palma en a fait toute sa carrière. Ouais, mais chez Clint Eastwood, c'est vrai. Oui. Chez Clint Eastwood, c'est l'image vrai. ne ment pas. Dans l'échange, en tout cas, et dans ce film-là, c'est vrai. Et l'autre film avec lequel ça m'a carrément fait penser, c'est Minuit dans le jardin du bien et du mal. Oui. Autre film de procès, d'autant plus que c'est tourné dans la même ville. À Savannah, en Géorgie. C'est tourné dans la même ville. Son film de 93. Voilà. Et c'est assez marrant de voir finalement qui est un film très étrange. Qui est un film qui appartient plutôt au réalisme magique. C'est-à-dire qu'il y a du vaudou, il y a du... Voilà. Là, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Là, c'est beaucoup plus justement lumétien en termes de manière de représenter la justice. C'est assez marrant de voir comment finalement un même décor, un même genre, le film judiciaire, et finalement deux films qui à la fois se répondent et un des derniers films de Lumet était aussi un film de procès. Jugez-moi coupable avec Vin Diesel, ouais. On pourrait d'ailleurs noter que j'ai beaucoup apprécié personnellement la photo d'Yves Bélanger, ce nouveau chef-op québécois qu'il a. Oui, qui bosse avec lui depuis ses 2-3 derniers films. Oui, qui me semble plus subtil que les derniers Tom Stern qui jouait tout le temps la carte du clair-obscur à la Eastwood. $1 Million Baby était quand même poussé là-dessus. Un peu excessif. Là, je trouve que les choses sont rééquilibrées, mais néanmoins, on ressent pas
grand-chose de cette atmosphère, j'imagine, un peu humide, un peu non, poisseuse de savana. Justement. Donc ça m'a un peu surpris, ça. On passe un peu à côté de ça, mais peut-être que tant mieux, ça évite la redite avec Minuit dans le jardin du bien et du Oui, mal. justement, et je trouve ça intéressant de quelque part, il y a une forme de variation, de variation en reflet en fait entre ces deux films-là, et moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Moi j'ai vraiment, alors moi Nicolas Hoult, je savais pas que c'était lui. Moi j'avais vraiment rien vu sur le film, et moi Nicolas Hoult, je l'avais vu dans 2-3 autres films avant. Moi, je dans Fury Road par exemple, il joue Nux. Eh oui. Il joue le Warboy. Ah mais oui, c'est vrai que c'est lui. Parce qu'il joue aussi dans un super petit film qui s'appelle The Vast, je crois en tout cas, qui s'appelle The Vast of Night, qui se passe dans les années 50 dans un petit bled où une opératrice radio, une standardiste radio et un mec qui est DJ dans une radio locale entendent des bruits extraterrestres en fait sur les ondes sur les ondes radio. Non, c'est un petit film de série B avec genre 2 comédiens quasiment que en huis clos. Moi c'était un super film, The Vast of Night. Je crois bien que c'est lui qui joue le DJ justement dedans, et je m'étais dit il est bien cet acteur, et j'avais complètement oublié que c'était lui effectivement. De toute façon chez Clint, parce que là on a aussi en second le J.K. Simmons qui fait J.K. Simmons qui est très bien, et Kiefer Sutherland dont le rôle est un peu accessoire, mais qui est quand même super cool quand même. Ouais. Parce que donc il fait le dernier film de Clint. Il fait tous les derniers films de procès des gens. Le dernier film de Friedkin l'année dernière, dont on l'appelle The Ken Muchini Court Martial. Et pareil, J.K. Simmons très content de revoir J.K. Il a un peu des vers presque à double foyer. Il a un accent un peu particulier. Il a presque un rôle de composition assez amusant là, et il est vachement bien là-dedans. À la fois intelligent et un peu benet. Enfin, il se prend un peu les pieds dans le tapis en voulant bien faire. Il y a toute cette tout ce moment-là avec le flic justement, avec les mecs qui se disent, avec les mecs qui peuvent pas s'empêcher de faire des enquêtes, de refaire eux-mêmes l'enquête. On est ce qu'on fait en fait. C'est très américain, c'est très eastwoodien. Et Toni Collette, quelque part, elle est ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, justement, moi j'ai trouvé que la scène finale vachement bien, justement, pour le personnage de Toni Collette, parce que je me suis dit, ça peut, sans trop en dire, mais je me suis dit, ça peut pas se terminer, le personnage peut pas terminer sa progression dramatique de cette manière-là. C'est quoi se retrouver avec sa plante pourrie que l'autre lui amène dans son bureau où elle s'ennuie déjà. Elle s'ennuie déjà. Qu'elle se rend compte que là, elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais c'est quand tu l'obtiens que tu te rends compte que tout ça était assez vain, qu'il y avait quelque chose d'un enjeu plus important. Donc c'est quand même une belle leçon aussi de la part d'Eastwood. Je trouve que c'est un film sur qu'est-ce qui porte l'individu. C'est pas une réussite de ce type-là. C'est le rapport à la de pouvoir se regarder dans le miroir. Le rapport à la justice et à sa conscience, quoi, en fait. Clint, quand même, je trouve, pas fini sa carrière, mais le film est quand même foncièrement. C'est plutôt un film humaniste, malgré que ce soit un film assez dur. C'est quand même un film humaniste. C'est quand même assez déprimant. C'est assez déprimant sur l'environnement de manière générale. En tout cas, c'est déprimant parce que c'est un jeune homme qui finit par faire le mauvais choix, et ça, tu te dis ah oui d'accord, c'est comme si c'était une génération américaine qui finit par sacrifier quelqu'un d'autre plutôt que soi-même. Et elle arrive un peu comme un Eastwood, elle vient plutôt de la génération Eastwood, le remettre au dernier moment devant ses responsabilités. Il sauve l'honneur américain ici, Eastwood, par ce geste-là, mais ça fait peur en fait de se dire ah oui, on en est réduit là. Parce que finalement, quand il regarde par le biais de l'institution et pas par le biais là, il est bien égoïste en fait à la sortie. Et même si la jeune femme, elle est pas du tout responsable, t'as l'impression qu'elle a participé de l'entreprise de sacrifice. On a vu les résultats la semaine dernière en Amérique. Surtout qu'elle finit par... On a vu les résultats la semaine dernière. Et je trouve que le film justement est assez fin, moi justement sur cette idée justement de ce confort en fait, auquel on n'arrive pas à renoncer et qu'on est prêt à sacrifier justement les valeurs qui fondent même l'Amérique, donc Justice for All. Donc on est prêt à renoncer à cette oui, parce que ce sont des valeurs illusoires parce que la seule vraie valeur finalement c'est notre petit confort, quoi. Notre petit confort de petits bourgeois blancs, voilà, et de une maison de banlieue. Et voilà, je trouve ça alors que justement, et c'est là aussi je trouve ça intéressant, les autres jurés. Moi j'aime bien toutes les scènes de délibération, parce qu'en fait tu vois les autres jurys qui se creusent vraiment et qui, tu vois, nous on sait qu'il y en a un, on sait que Nicolas Hoult n'est pas honnête, et on sait que quelque part tous les autres le sont. C'est-à-dire que quelle que soit l'opinion qu'ils ont sur on va le condamner, on va pas le condamner, ils sont super honnêtes dans leur démarche, et intellectuellement leur raisonnement est vachement honnête, quoi. Et ils cherchent. Et quand ils doutent sincèrement aussi, en fait. Tout le monde n'est pas honnête, parce que certains veulent condamner le mec juste par principe quasiment. Il y en a d'autres surtout qui veulent le condamner parce qu'ils en ont marre et qu'ils ont envie d'en trouver leurs enfants. Donc il y a aussi cet égoïsme-là qu'on retrouve aussi chez les personnages. Là aussi, même dans les seconds rôles,
je trouve qu'il y a une finesse d'écriture quand même qui fait que les seconds rôles sont pas juste des accessoires pour le personnage principal. Non, ça amène au bout d'un moment, quand le doute commence à s'installer, les personnages se creusent, les personnages deviennent moins évidents. Il y en a qui résistent, il y en a qui se laissent aller au doute vachement plus facilement. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait je trouvais que c'était surtout super bien joué comme film. J'ai trouvé que les moindres seconds rôles étaient vraiment tous impeccables et que ça jouait un peu, ça jouait tranquille. On est quand même content qu'il ne termine pas sa carrière sur Cry Macho, qui était un film aussi qu'on a défendu parce que le film avait ses qualités. Ouais, voilà. Mais bon, celui-là est quand même plus, celui-là est plus. Mais il y a des cleans dedans. Celui-là est plus, sans doute plus honorable au sens. J'ai le sentiment qu'il vieillira bien en fait, en fonction notamment de ce que peuvent devenir ces États-Unis. J'aimerais bien y revenir. Dans 10 ans, dans 15 ans. De toute façon, je pense que toutes les 20 ou 15 dernières années de Clint Eastwood vont, je pense, de mieux en mieux vieillir au fur et à mesure des années, quitte à revoir des films que moi j'avais pas aimé. J'ai revu le 15h17 pour Paris, qui est toujours pas un film que je trouve prodigieux, mais qui contient beaucoup plus de bonnes choses que je n'avais pu le voir à l'époque. Même si le film est, je trouve, pas totalement réussi. Puis il s'est rattrapé cette fois, il a un vrai bébé. Oui. Il y avait toute une histoire dans American Sniper où le bébé était complètement factice. Avec les bébés en plastique, c'est vrai que c'était très bien. Il écoute les critiques, il retient les c'est bien American Sniper. Donc voilà, c'est le dernier film de Clint Eastwood que évidemment nous vous recommandons d'aller voir en salle parce que il marche un peu en France en plus, contrairement aux États-Unis. Il y a eu du monde, moi, quand il était à 500 000 entrées en bout de 10 jours, je crois. Oui, mais du coup, au vu du succès en dehors des USA, Warner a décidé de sortir le film sur plus de copies sur le territoire américain parce que quand même, on ne bazarde pas 60 ans de travail avec Clint d'un revers de la main. D'autant que c'est son dernier, un peu de respect quand même pour Clint qui nous a tant apporté. Tout à fait. Nous l'avons tant aimé, mais nous l'aimons toujours. Donc voilà, Juré numéro 2 de Clint Eastwood, encore dans les salles françaises. On va s'arrêter là et on va repasser un autre gros morceau du côté de Robert Zemeckis et la vie, c'est chouette. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Joey Ramone avec Life's Gas. Alors donc nous allons parler du nouveau long métrage de Robert Zemeckis, Here, les plus belles années de notre vie, titre français assez ridicule, parce qu'il est basé sur une bande dessinée de Richard McGuire qui a été traduite en français sous le titre de Ici. Nous rappelons que les plus belles années de notre vie est probablement le meilleur film de William Wyler, un très beau film post-Seconde Guerre mondiale sur le traumatisme des vétérans, un film absolument prodigieux et qui ne colle pas vraiment avec le film de Robert Zemeckis, donc adaptation d'une BD assez particulière où on va suivre non pas le parcours d'un personnage, mais nous allons suivre le point de vue d'un lieu, d'un endroit sur Terre pendant 1h45 et on va voir un peu les différentes étapes de l'ère des dinosaures, de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. De la création du monde jusqu'à aujourd'hui, en faisant quelques allers-retours temporels, en suivant notamment particulièrement la période donc du XXe siècle, des années 15-20 jusqu'à l'année 2024, et de voir les différentes familles qui se sont succédées dans cet endroit et sur un seul point de vue, puisque donc c'est un plan fixe avec des variations évidemment dans le cadre, mais nous en reparlerons. Et donc évidemment notre spécialiste maison Jean-Baptiste Massuet, le bon docteur, n'est pas des nôtres ce soir, mais il nous a enregistré une petite chronique pour parler du film de Robert Zemeckis que nous écoutons tout de suite. Salut Thomas, salut à tous. Alors effectivement, il est peu dire que j'attendais le nouveau film de Robert Zemeckis. Déjà, parce qu'il s'agit du nouveau film de Robert Zemeckis, et qu'à chaque fois c'est un événement. N'oublions pas qu'il s'agit du plus grand réalisateur en activité, Thomas, ne t'avise pas de couper ça au montage. Mais aussi parce qu'il s'agit de l'adaptation d'un des plus beaux romans graphiques du monde, Here, ici en français, de Richard McGuire. Richard qui devient d'ailleurs ici l'un des personnages principaux du récit, interprété par Tom Hanks, comme d'habitude impérial, que l'on va partiellement suivre dans une sorte de fresque temporelle à nul autre pareil. Parce qu'il faut le préciser, le roman graphique de McGuire est une bande dessinée expérimentale, qui repose sur un dispositif aussi génial qu'imprenable, un cadre fixe sur une pièce de maison, 3 murs, une cheminée, prenant chaque fois une double page, qui va traverser le temps au cours d'allers-retours incessants entre les époques, qui prennent la plupart du temps la forme de cadres dans le cadre, au sein desquels on aura un aperçu d'autres situations vécues dans le même lieu, à différents moments, avec parfois évidemment des résonances, des échos, quand bien même on passerait de l'aube de l'humanité au temps futur. La première immense surprise du film tient au fait que Zemeckis ait entièrement respecté ce dispositif, alors même qu'il semblait entièrement conditionné par le médium BDique. On parle souvent d'œuvres inadaptables, et Here, clairement, paraissait en être une. Le film prend donc la forme, improbable,
d'un plan fixe d'1h45, régi par un système de split screen permettant d'opérer des transitions entre les époques, comme dans l'œuvre originelle. C'est un parti pris aussi courageux qu'insensé, qui explique sans doute l'échec retentissant du film aux États-Unis, mais qui témoigne aussi du jusqu'au-boutisme de Zemeckis, et surtout de sa capacité à s'approprier une œuvre finalement bien plus proche qu'on ne pourrait le penser de ses préoccupations formelles. Parce que bon, faut-il le rappeler, Zemeckis est par essence le cinéaste du mouvement, et le travelling est l'une de ses marques de fabrique, et en particulier depuis ses incursions dans le domaine du cinéma virtuel. Le voir adopter ici un plan immuable a donc quelque chose de surprenant, et pourtant ce choix révèle combien cette figure du travelling était peut-être une fausse piste pour caractériser son œuvre. Parce que finalement, avant d'être un mouvement de caméra, un travelling est aussi une manière de saisir du temps qui s'écoule. Zemeckis nous rappelle ici une évidence, avant d'être un art du mouvement, le cinéma est aussi et surtout un art du temps, comme l'avaient rappelé d'autres cinéastes avant-gardistes comme Jean Epstein. Alors je me permets de le citer ici, lorsqu'il écrit que la mobilité photogénique est une mobilité dans un système d'espace-temps, une mobilité à la fois dans l'espace et le temps. On peut donc dire que l'aspect photogénique d'un objet est une résultante de ses variations dans l'espace-temps. En choisissant de ne pas faire se mouvoir sa caméra, Zemeckis porte donc toute l'attention du spectateur sur le mouvement à l'intérieur du cadre, aussi bien celui de ses personnages, finalement assez sclérosés, je vais y revenir, que sur celui du temps lui-même, qui s'écoule imperturbable, et dont on ressent physiquement le glissement infini. Les personnages n'arrêtent pas de dire que le temps file. Et Zemeckis nous dit presque directement que le seul moyen de pleinement le saisir est justement de ne pas déplacer le regard, de se confronter à l'immuabilité d'un lieu. On peut ainsi interpréter ce moment où le père de famille, interprété par Paul Bettany, lui aussi génial, tout droit sorti de son rôle domestique de la série WandaVision, dont la dimension sitcom se ressent parfois ici. Ce moment donc où le père de famille cherche à immortaliser le mariage de son fils avec son appareil photo branché sur secteur. En cherchant à s'approcher des mariés, la prise, trop courte, se débranche. Zemeckis exprime clairement le fait que le mouvement de caméra ne peut permettre d'immortaliser véritablement un moment, il témoigne plutôt d'une appropriation de l'espace, qui est hors de propos ici. C'est d'ailleurs ce que l'on perçoit à un autre moment, lorsque la famille regarde un petit film en 8 mm projeté sur un écran, qui apparaît donc comme un cadre dans le cadre, à l'instar des divers split screens du film, qui opère lui aussi comme une fenêtre sur une autre époque, sauf que cette fois, c'est le point de vue du père sur ses enfants qu'il filme que l'on documente, d'où le fait que dans ce cadre dans le cadre, la caméra bouge. Bon, je pourrais m'attarder longtemps sur l'aspect théorique du film, mais il faut aussi souligner que s'il est aussi réussi, c'est bien sûr dans sa manière de nous cueillir émotionnellement. L'autre personnage principal du récit, interprété par Robin Wright, bouleversante et comme revisitant ici les affres temporelles de son beau personnage du congrès d'Harry Folman, est une pure création du duo Eric Ross-Robert Zemeckis à l'écriture, qui capitalise en fait sur une ligne de dialogue du roman graphique de Maguire, une femme qui se demande pourquoi je suis venu ici déjà, avant, 300 pages plus loin, de récupérer un livre sur une table basse en disant « ça y est, ça me revient ». Alors attention, je spoil un tout petit peu ici, cette réplique qui encadre le récit de Maguire, il s'agit de sa première et de sa dernière phrase, vient ici s'incarner dans un personnage qui, au crépuscule de sa vie, sera atteint de la maladie d'Alzheimer. En confrontant cette perte de mémoire du personnage à la volonté du film d'encapsuler en moins de 2 heures la mémoire historique d'un lieu, Zemeckis interroge notre manière finalement très humaine de percevoir le temps, soumise à un regard forcément restreint, possiblement altéré par des failles, auxquelles le regard neutre de cette caméra fixe et immuable paraît échapper. Et c'est là que le film a le génie de commenter son propre dispositif, dans une envolée finale zemeckisienne en diable, qui nous fait comprendre que la mémoire humaine ne tient pas seulement à l'objectivité du temps passé, mais au point de vue que l'on porte sur ce temps, un point de vue forcément mobile, car dépendant de notre pensée, sans cesse en mouvement. Si le film est foncièrement triste, impossible de ne pas pleurer devant, il est aussi une ode à la vie, car en nous montrant combien notre place paraît dérisoire dans le grand tout, il s'agit aussi de nous donner à entendre que l'on ne doit pas se confronter à une vie sclérosée par les attendus d'une société, et vivre nos rêves, quoi qu'il en coûte. Le personnage de Richard est un peintre qui renonce à sa peinture pour pouvoir faire vivre sa famille, sans se rendre compte que c'est son art qui faisait de lui ce qu'il était. Citons ce passage magnifique où les peintures du personnage se mettent à occuper le cadre par le biais de fenêtres temporelles, citant de manière explicite l'ouvrage de Maguire. C'est pour ça que je pardonne aisément au film de survoler certains de ces aspects, pourtant passionnants, comme la cause des natifs américains, ou encore la question de l'esclavage, qui résonne dans ses échos entre la construction de la bâtisse coloniale et ce père noir américain qui explique à son fils, de nos jours, comment se comporter face à un policier blanc pour ne pas risquer de se faire tuer. C'est d'ailleurs l'un des choix de Zemeckis que de s'arrêter à notre époque contemporaine et de ne pas explorer les temps futurs, un choix que l'on comprend ici pour des raisons essentiellement politiques. Bref, avec tout ça, je n'ai même pas parlé du de-aging incroyable, ni de la manière dont le film jongle avec l'esthétique du théâtre et le rôle du quatrième mur, ni même du rapport à l'image composite, omniprésente, qui nous dit aussi quelque chose d'un temps qui se déroule moins qu'il n'existe de manière synchronique, indifféremment à nos existences, mais tout ceci, peut-être aura-t-on l'occasion de le retrouver dans les nombreux textes que ce film magnifique ne sera sans doute pas sans susciter. Vraiment, courez le voir, c'est un chef-d'œuvre absolu, et sans doute l'un des plus beaux films de Zemeckis.
Donc c'est toujours dans Nathan Godard sur Syllab et c'était notre camarade Jean-Baptiste Massuet qui nous a fait parvenir cette chronique audio car il ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Merci Jean-Baptiste qui dit effectivement beaucoup de choses sur le film de Zemeckis et sur lequel donc, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Pour revenir sur les aspects peut-être évidemment qu'il n'a pas traités sur l'aspect expérimentateur constant de Zemeckis dans son cinéma. Donc effectivement, c'est cette question particulière du plan fixe, mais dans lequel il y a énormément de mouvements par le biais de surcadrage, de split screen, mais aussi quasiment un plan signature, puisqu'il y a un plan avec un miroir qui entre dans le champ et donc tout d'un coup nous révèle un hors-champ qui est extrêmement zemeckisien, donc on peut dire, où d'un coup notre horizon presque s'élargit, comme si en fait c'était quelque chose auquel on n'avait jamais pensé avant et qui d'un coup, en plein milieu du récit, nous révèle un ailleurs donc justement qui existe en dehors de ce simple cadre-là. Donc sur la question pas de la performance capture, mais du de-aging et de l'utilisation de l'imagerie numérique, il continue de creuser, mais comme disait Jean-Baptiste, pas cette fois pour une question de mouvement, mais pour une question de temps, car donc, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, le cinéma c'est du temps, et c'est finalement la mise en mouvement du temps pour essayer de capturer le temps qui passe au sein de ces différentes familles. J'ai une question, moi qui ne l'ai pas vu et qui ne me suis pas renseigné sur son tournage. Il a été tourné comment ? C'est un film tourné dans le volume ? C'est entièrement tourné en studio. Ouais, entièrement tourné en studio. Avec des arrière-plans à travers les fenêtres qui, à mon avis, sont des arrière-plans numériques. Ouais, qui sont des fonds verts, mais sinon, il a tourné en studio. Et je soupçonne que le plan final est un plan entièrement numérique. Le plan, tout le plan extérieur. Il y a quelque chose qui me dit que c'est numérique complètement. Il y a des manipulations les deux, mais oui, il a tourné. Je pense qu'il y a pas mal en studio avec de véritables comédiens, on va dire, en chair et en os, et après tous les décors extérieurs aussi sont et après donc tout ça, il les remanipule à l'arrière. Donc une fois de plus, c'est l'approche et le mélange de plusieurs techniques et de plusieurs méthodes de tournage, comme il le fait depuis 20 ans déjà. Docteur. Moi j'ai beaucoup aimé le film. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans ce film une qualité d'émotion justement qui est vraiment touchante. Alors je sais pas, peut-être que ça dépend de l'âge à laquelle justement, de la même manière que les lieux sont pas vécus de la même manière en fonction de l'âge, les films sont pas vus de la même manière non plus. Donc je me dis que peut-être que si j'avais 20 ans de moins ou 20 ans de plus, je verrais pas les mêmes choses dans le film. Mais moi j'ai trouvé que justement un film, comme le rappelait Jean-Baptiste, effectivement fondamentalement déprimant. Mais qui sur la fin justement a un envol. Non, justement, alors c'est déprimant, mais c'est déprimant oui et non. C'est mélancolique, c'est mélancolique, dramatique. Ouais, c'est mélancolique parce qu'en fait ça nous montre que la pérennité et que l'éternité se fait sans nous. Et que notre condition de mortel nous fait disparaître au bout d'un moment. Notre propre finitude. Exactement, que notre propre finitude, que nous ne sommes que justement le lieu reste et les autres passent et les hommes passent. Mais c'est dans leur passage qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le lieu seul, et d'ailleurs on le voit vide au début du film, le lieu seul ne nous dit rien en fait. Le lieu n'existe que parce qu'il y a des gens pour habiter ce lieu-là. De la même manière que la beauté n'existe que s'il y a des yeux humains pour le regarder. Sinon ça n'a aucun sens comme concept, quoi. Et je trouve je trouve que c'est un film... La mémoire d'un lieu passe par la présence humaine. Exactement. Et je trouve qu'il y a... Parce que le lieu n'est pas toujours le même lieu, c'est-à-dire que c'est une maison la plupart du temps, mais il y a aussi avant en fait. Donc on voit, et moi je trouve que la scène d'Apocalypse qui ouvre le film, moi je l'ai trouvé super bien quoi, cette scène. Quand les dinosaures on sent vraiment le côté presque captation en fait quoi du truc, avec un côté très angoissant justement, mais qui justement qui est le prélude à une renaissance, à de la croissance, et en fait ce qu'on voit dans les scènes d'ouverture nous disent évidemment ce qui va se passer avec les personnages, c'est-à-dire des personnages qui grandissent, qui vieillissent, qui se séparent, avant la colonisation européenne donc du continent, puis l'arrivée des vrais premiers colons, la mise en place de la démocratie américaine avec George Washington. Et justement sur cet aspect Benjamin Franklin. Et justement sur cet aspect politique, sur le fait qu'effectivement qui est en filigrane et qui n'est pas le centre du film, puisque le centre du film c'est la relation entre Tom Hanks et Robin Wright, et ils sont superbes tous les deux dans le film. On a vraiment trouvé très très bien tous les deux. Mais cette dimension politique, elle est intéressante dans la mesure où elle montre quelque chose. C'est d'une part, quelque part, elle n'oublie pas. C'est-à-dire que justement, c'est que la mémoire du lieu, c'est pas la mémoire du lieu à partir du moment où des blancs y arrivent, mais c'est la mémoire du lieu dans son absolu.
Et la deuxième chose, c'est que il y a à travers Benjamin Franklin, à travers les Indiens, à travers d'ailleurs celles qui se passent au début du siècle où on parle de l'aviation, ou de l'invention du lazy boy. Moi, j'aime beaucoup ce couple qui a l'air de très bien, vous avez l'air de très bien se passer entre eux et qui sont vraiment le côté très bonne humeur du fauteuil à bascule. Voilà, qui invente le fauteuil à bascule, le lazy boy, dans les années 40. Et je trouve qu'il y a, il y a une espèce t'es toujours partagé. Il y a des scènes très drôles, il y a des scènes très tristes. Vraiment, ça alterne très vite. Et c'est vraiment marrant c'est vraiment marrant de voir comment est-ce qu'un dispositif aussi exigeant permet quand même de faire tout ce que tu peux faire au cinéma, c'est-à-dire des gros plans, des plans d'ensemble, des plans moyens, des plans en extérieur, des plans en intérieur, des plans dans le passé, des plans dans le présent. Des champs contre champs. Et en fait, c'est presque une démonstration que finalement, je veux dire, avec une caméra, finalement en revenant presque à un dispositif de cinéma muet, faire des vues de cinéma des premiers temps, que quasiment en faisant une vue. Une vue, un truc qui est assez proche de la vue lumière finalement, mais étalé sur 1h40 et avec évidemment un certain nombre d'effets, notamment de surcadrage. Avec des artifices, qu'il y a l'écran partagé. Oui, il y a plein d'artifices, et qui d'ailleurs c'est très l'écran partagé, un peu comme des cases de bande dessinée. Complètement. Et c'est très stimulant d'ailleurs. Moi je trouve que c'est un film qui est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel, à la fois sur le fait d'adapter une BD au cinéma et sur comment faire des transitions, et sur le hors-champ. Parce que je trouve que c'est une leçon, c'est un peu une leçon de hors-champ quand même, ce film-là. Et justement, c'est tellement une leçon de hors-champ. Ça va être pratique pour vos cours, ça. Non, mais exactement, c'est tellement une leçon de hors-champ que la révélation justement du hors-champ devient quelque chose d'absolument exceptionnel. Et il y a deux moments de révélation du hors-champ, et ces deux moments-là en fait sont vraiment des moments qui sont visuellement en fait spectaculaire, c'est-à-dire que le spectaculaire c'est juste retourner une caméra pour montrer ce qu'on n'a pas vu pendant 1h40. Comme il y a une table. Non mais voilà, et il n'y a rien d'exceptionnel à voir, c'est juste le fait de le montrer qui est exceptionnel. Et moi je trouve que il y a vraiment moi j'ai vraiment été emballé par le film, quoi. J'ai vraiment été parce que justement tout ce côté justement politique, il est là, le côté comédie romantique est là, le côté politique est là. Alors c'est sûrement un film qui plaira pas à plein de gens parce que c'est un film qui, comme le Clint Eastwood, nous montre justement personne l'a vu, donc pour l'instant personne ne le déteste. Et je trouve que quelque part, comme le Clint Eastwood, mais sous une autre manière, le film nous montre que les personnages que personne n'est d'un bloc en fait. Les personnages peuvent dire de la merde à un certain moment de la vie ou faire de la merde à un certain moment de la vie, se racheter à un autre moment. Ou ne pas se racheter. Ou se pas se racheter. Enfin voilà. Et je trouve que tu vois, le père, par exemple, Paul Bettany, moi je trouve qu'il est formidable, quoi, parce que c'est un sale con et en même temps il est super attachant au bout d'un moment. C'est un sale con, mais c'est un mec de sa génération. Exactement. Et un mec qui a fait la guerre. Il y a cette idée-là aussi, moi je trouve, alors là qui peut-être plaira pas non plus. C'est l'idée que tu es obligé de prendre en compte le contexte en fait pour juger des gens en fait et pour comprendre les gens, parce que sinon tu comprends rien à pourquoi les gens réagissent de telle manière à tel moment dans leur vie, quoi. Voilà. Moi j'avais une question, donc à nouveau je ne l'ai pas vu, je le redis, mais je me posais la question du rapport au temps dans les vignettes en fait. C'est-à-dire, j'ai le sentiment en vous écoutant qu'il se passe beaucoup de choses à l'image, qu'il dynamise beaucoup ce plan fixe par des surcadrages, par un découpage, par des jeux de split screen, j'imagine qu'il y a comme des volets qu'on passe d'un lieu à un autre. J'avais cru voir ça dans une bande-annonce, je crois. Mais du coup, est-ce qu'il prend le temps aussi de laisser du vide, en fait, laisser ce lieu habité. Alors on n'est pas chez Ozu non plus, faut pas exagérer. Mais par contre, il y a quand même plein de moments où les pièces sont vides, où il se passe rien. En fait, alors c'est juste un mec qui déambule. Voilà, ou c'est quelque chose où juste quelqu'un devant sa fenêtre, par exemple, qui bouge pas. Donc le côté presque pictural en fait du décor, sachant que c'est un décor qui est très différent de la BD. C'est pas le même décor du tout. Il a pas repris vraiment, il a vraiment fait autre chose, quoi. Et alors c'est pas on n'a pas ce sentiment comme dans le cinéma japonais où c'est quelque chose qui est beaucoup plus affirmé, le fait de laisser respirer le lieu en fait une fois que les personnages sont partis. Mais on retrouve, il y a un petit peu en tout cas, quoi. Enfin c'est pas forcément ce qui est le plus saillant, mais il y a un petit peu. En vous écoutant, je pensais à une chose. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais là on a un cinéaste avec une carrière assez longue et la façon que vous avez de présenter les choses. Ça me rend très curieux parce qu'on a le sentiment qu'il a une capacité à faire exister des moments qui arrivent soudainement. On n'a pas forcément ce qui s'est passé avant ou après. Et ça, j'adore voir ça aujourd'hui. On a beaucoup de cinéastes comme ça qui, ex nihilo, par la seule puissance du langage cinématographique, font exister un moment sans qu'on ait tous les tenants et les aboutissants. Là, je l'entends ici. Je pense bien sûr à la 3e saison de Twin Peaks, où on a des moments très intenses entre des personnages qu'on n'avait jamais vus dans
le bar où se passent beaucoup de séquences. Il y avait un autre exemple, mais là il m'échappe, de cinéastes assez vieillissants finalement, mais qui ont cette telle capacité de faire ex nihilo advenir des choses. De créer des vignettes véritablement. Et on a l'impression qu'on voit tout de suite ce qui agite les personnages, les relations. Alors moi c'est vrai ça que sent un peu. Moi on termine vite fait, mais les 20 premières minutes, c'est vrai que moi je me suis dit waouh, il brasse large. J'espère que ça va pas être le bordel. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et en fait justement par le décor. Et par les différentes évolutions du décor, en fait, la chronologie, en fait, au bout d'un moment, tu as des marqueurs chronologiques, en fait, et tu n'as pas besoin qu'on te mette des dates, tu t'arrives à capter assez facilement et ça vient tout seul, en fait. Ce qui fait que toutes les entrées de personnages deviennent d'un coup hyper claires, y compris leurs différentes problématiques. Exactement. Donc on va devoir s'arrêter là, malheureusement. C'est le dernier film de Robert Zemeckis, Here, allez voir, les plus bien. belles années de notre vie, qui est encore en salle en France, donc précipitez-vous. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Des coups de cœur, Simon. Eh bien, ce sera Voyage à Gaza, actuellement à l'Arvor, de Piero Usberti, film tourné à Gaza, dans la bande de Gaza en 2018, achevé de monter en septembre 2023. Oui, c'est ça. Donc évidemment, ça met beaucoup de choses en perspective. Je ne sais pas si vous l'aviez chroniqué, je suis désolé, j'ai pas assez suivi le programme, mais voilà, je le conseille chaudement. Erwan, alors moi sans transition et vachement plus bête, c'est un truc que j'ai vu ce matin en me rendant au travail. En me rendant au travail ce matin, je vois une crotte de chien par terre et sur cette crotte de chien, il y avait une espèce de petite étiquette en carton avec la tête d'Eric Ciotti. C'est un peu comme les trucs que tu plantes dans les glaces, tu sais. Il y en a les trucs que tu peux, tu vois, les trucs en sucre glace, tu vois. Un mec en met partout à Rennes, il y a aussi Darmanin, Macron. Et ben moi j'avais jamais vu ça et moi franchement ça m'a fait ma journée. Voilà. Donc merci à lui d'avoir éclairé ma journée avec un truc que j'ai fait. Ah voilà. Merci docteur. Sinon rapidement ce sera Mise à nu, Strip Search de Sidney Lumet, téléfilm HBO écrit par Tom Fontana, le créateur de Oz, donc sorti en 2004, sur les techniques d'interrogatoire en Chine et aux USA dans un monde post-11 septembre. C'est absolument fascinant. C'est déjà glaçant. Ouais. C'est déjà glaçant et c'est hyper chouette. Merci Margot, la mise en son de cette émission. Merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. On reparlera de cinéma avec John Ford. Et à ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir. Ancient cloud.